Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre chapitre de physique, modélisation de la matière à l'échelle microscopique, les atomes. Dans cette deuxième partie, nous allons voir la stabilité chimique d'un atome, d'une molécule, etc. La représentation de Lewis, qui est une nouvelle méthode qu'on va aborder, les molécules et aussi les différents types de formules qui nous sont proposées et la quantité de matière au sein d'une même espèce ou entité chimique qu'on appellera la mole et bien sûr la masse molaire. On passe à présent au grand 1, qui est celui de la stabilité chimique ou alors que j'ai appelé ion. Là, ce qu'on appelle la règle de l'octet et du duet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, notre atome doit impérativement avoir des électrons de valence, du coup, notre entité chimique doit impérativement avoir des électrons de valence qui sont soit égales à 8, soit égales à 2. Soit en rajoutant, soit en enlevant des électrons. Donc on retrouve ici le tableau que j'avais fait en première partie, sauf que si vous notez bien, ici j'ai rajouté un moins et ici j'ai rajouté un plus. Cela correspond donc à un ion chlorure négatif et ici un ion de sodium positif. Mais du coup, comme j'avais utilisé ma règle de l'octet et de duet, je ne peux pas mettre 7 électrons de valence et 1 électron de valence, puisqu'on avait dit qu'on devait au moins avoir un 8 et un 2. Alors du coup, je retire aussi mon nombre d'électrons, et bien sûr, je dois aussi retirer le nombre d'électrons de valence qui est ici. On recommence à 0 du coup. Donc maintenant que je connais mon nombre d'électrons de valence, ici qui était de 7 et ici de 1, je dois à présent mettre ici, à votre avis, est-ce que je dois rajouter ou retirer un électron de valence ici, sachant que il me reste ici du coup 11 électrons. Je pense que la solution la plus judicieuse serait du coup de de rajouter un électron de façon à ce qu'on ait 2 ici. Et ici, du coup, je vais mettre... On avait dit qu'on avait 17 électrons ici, donc du coup, là, j'en avais 7. Je vais bien sûr rajouter un autre électron pour qu'on ait 8 électrons de valence. Voilà. Jusque-là, tout va bien. 18. Et là, bien sûr, j'en ai 12 du coup. À présent, il y a quelque chose qui me va pas trop. C'est que la règle du duet, elle ne s'applique seulement que pour, je l'avais oublié de le préciser, j'ai fait exprès justement, que pour la première couche. Au-dessus de cette couche-là, on est forcément obligé d'avoir un 8. La règle du duet ne s'applique que du coup pour la première couche. Et je vais donc retirer mes 2 électrons de valence ici. Et on avait dit qu'à la base, on se retrouvait pour l'atome avec un seul électron. Et bien logiquement ici, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cet électron de valence. Tac. Et je me retrouve donc avec toujours mon 8 ici. Bien sûr, je pourrais me tromper, je ne suis pas professeur, donc si quelqu'un a la réponse définitive, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, mais moi c'est ce qu'on m'avait appris du coup. Alors, représentation de Lewis. Qu'est-ce que la représentation de Lewis? En fait, la représentation de Lewis, c'est juste une manière de représenter les électrons de valence d'un atome. Je m'explique. Pour d'abord représenter un électron, une représentation de Lewis, il faut connaître le nombre d'électrons, puis faire sa représentation électronique ou sa structure électronique, et enfin faire du coup notre représentation de Lewis. Il y a plusieurs manières en fait de déterminer cette représentation de Lewis, mais je vais prendre juste un exemple. Imaginons qu'on considère un atome A ayant 12 électrons, 12 électrons, donc du coup 12 protons. Maintenant que je connais mon nombre d'électrons,
je veux calculer sa structure électronique. Donc je vais faire 1 S2, 2 S2, 2 pardon, P6 et enfin 3 S2. Jusque-là, tout va bien. Ça fait ici, on sait que les deux couches réunies ici font 10 électrons, plus ma dernière couche qui fait 2 électrons. On a 12 électrons. Maintenant, mon nombre d'électrons de valence, qui est du coup sur la troisième couche, la dernière couche, est égal à 2. On a 2 électrons de valence. 12 électrons de valence. Maintenant, on va passer à la technique, le nouveau truc, parce que là, pour l'instant, tout ça, on l'a déjà vu. Je veux calculer, faire ma représentation de Lewis. Et bien, tout simplement, je vais faire 4 carrés comme ça. C'est un peu bizarre, hein, mais tous les profs ne vous l'apprennent pas, c'est juste une technique parmi tant d'autres. Et maintenant, je vais placer mes 2 électrons de valence sur ces 4 cases en respectant les règles, en quelque sorte, de cette représentation. Eh bien, tout simplement, les 4 dominos, si j'ai par exemple 8 électrons de valence, hein, bien sûr, 8 électrons de valence, je ne peux que avancer de cette manière-là, et dès que j'ai fini de cette manière-là, je peux que poser un électron par case. Donc ici, imaginons que j'ai toujours 8 électrons, je mets 1, 2, 3, 4, j'ai mes 4 électrons, je ne peux plus avancer. Eh bien, je reviens en arrière et je place encore mes autres électrons. Je ne peux pas avoir une case avec 3 électrons, 4 électrons, n'importe quoi. Je ne peux qu'avoir une case qui est avec un seul électron et une case avec 2 électrons. De cette manière-là. D'où le fait que, en fait, j'ai 8 électrons. En seconde, en fait, on ne peut que avoir 8 électrons de valence au maximum parce qu'on ne peut que avoir 18 électrons sur la dernière couche. Je ne sais pas si c'était logique ou si c'était pas très logique, mais en tout cas, en seconde, vous n'aurez que à utiliser cette technique si vous apprenez bien sûr avec seulement 8 électrons de valence. Mais revenons à notre exemple de 2 électrons de valence. Notre atome qui a 12 électrons, il a 2 électrons de valence. Je vais refaire mes cases, voilà. Et bien ici, j'ai juste à faire mettre 2 électrons, puisque on a toujours nos 2 électrons de valence. C'est pour ça en fait qu'on doit faire notre représentation électronique, parce que sans cette représentation électronique, on ne pourrait pas connaître notre nombre d'électrons de valence, à moins que bien sûr on le fasse dans notre tête. Mais bon, on devrait toujours passer par cette technique-là. Et à présent que j'ai mes 2 cases, je sais qu'on a du coup 2 électrons de valence, je vais remettre mon petit A. Et un électron comme ça un électron juste dans une seule case représente un électron libre, alors qu'un électron avec 2 cases comme ça représente un doublé non-liant. On appelle ça un doublé non-liant. Les doublés non-liants, on les représente par un seul trait, alors que les électrons libres, on les représente par juste un point. Mais comme j'ai 2 électrons libres, je vais mettre mes atomes, mes 2 électrons libres sur la case ici. On peut que les poser là, là. On peut aussi les faire ici aussi. Du coup, si on décide de le faire, on peut les mettre comme ça aussi. Les doublés non liens, je peux les mettre comme ça. Mais la technique la plus simple, c'est de les mettre sur chaque face de notre case. Voilà. Donc ici, j'ai mon premier doublé non liant et mon deuxième électron libre, et je peux les mettre où je veux. Voilà. En seconde, on peut les mettre où on veut, sauf si votre prof vous dit de le mettre d'une certaine manière. En tout cas, moi, on m'a appris de les mettre où je voulais. On passe à présent au grand 3, qui est du coup les molécules et les différents types de formules. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout d'abord, on va passer à la première formule, qui est la formule brute. La formule brute, elle donne le nombre des atomes qui composent une molécule, mais elle n'informe pas sur la disposition des atomes qui la contiennent. On va voir qu'il y a plusieurs formules qui peuvent déterminer en fait la disposition des atomes qui la composent. Mais par exemple, je vais donner un exemple. La molécule d'éthanol, elle, a pour formule brute C2H6O. On va faire la formule développée avant de faire la formule semi-développée parce qu'elle est quand même un peu plus simple. Mais avant tout, il faut qu'on connaisse les électrons de valence et plus simplement la représentation de Lewis de chaque entité chimique qui compose notre molécule, c'est-à-dire carbone, oxygène et hydrogène. Et j'ai juste fait le début de notre tableau
des éléments, le tableau périodique des éléments qui a été fait par Mendeleïev. En fait, là, il y a plein d'autres éléments, mais j'ai juste fait les 2 premières lignes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plus important, c'est notre atome d'hydrogène, de carbone et d'oxygène, qui sont ici. Et ils ne sont pas placés de manière aléatoire, ils sont placés, en fait, si on regarde seulement en fonction des lignes, on remarque, en fait, notre première colonne, tous les éléments de la première colonne contiennent qu'un seul électron de valence. Vous pouvez le vérifier tout simplement si vous le faites vous-même. Ici, la deuxième colonne, 2 électrons de valence. Troisième colonne, 3 électrons de valence. 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on peut savoir en fait directement que notre hydrogène fait un seul électron de valence. Et je vais le faire, donc notre représentation de Lewis, ici, on a un seul électron libre. Deuxième, ici le carbone a 4 électrons de valence. Donc logiquement, le carbone aura lui 4 électrons libres. Et notre atome d'oxygène aura lui 2 doublés non liants et un atome 2 électrons libres, pardon. Parce que j'ai utilisé la technique des dominos, je l'ai juste fait dans ma tête, mais vous pouvez le faire en le faisant vous-même. Donc on a nos représentations de Lewis. Et pourquoi est-ce qu'en fait c'est si important d'avoir nos représentations de Lewis pour la formule développée? Eh bien, je vais faire ma formule développée, mais d'abord, il faut connaître les règles de cette formule développée. Eh bien, tout simplement, chaque électron libre va correspondre à l'interaction qu'elle va pouvoir avoir les atomes entre eux. Je m'explique. Prenons par exemple celui qui a le plus d'électrons libres, celui de carbone. Si je le mets au milieu, je le lie avec, du coup, on avait dit qu'on avait 2 atomes de carbone, donc je les ai ici dessinés, les 2 atomes de carbone. Je vais le lier entre eux. Maintenant, je vais mettre mes atomes d'hydrogène. Tac. Et on avait dit que mon atome de carbone, notez bien qu'il a 4 électrons libres. En fait, les électrons libres correspondent aux liaisons, qu'ici on les appelle les liaisons covalentes. Et les atomes de carbone peuvent avoir 4 liaisons covalentes. Alors que les atomes d'hydrogène, eux, n'en ont qu'une seule. Ça veut dire que là, je ne peux pas lier mes atomes. Je ne peux pas faire ça, par exemple. Je ne peux pas faire oxygène, oxygène et oxygène. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon atome d'hydrogène n'a qu'un seul électron libre. Donc, il est forcément en bout de chaîne. Et donc, du coup, je vais passer aux autres atomes d'hydrogène. Et là, j'ai déjà fait ma première partie. Vous voyez, parce que mon atome de carbone a rempli toutes ses liaisons covalentes, puisqu'il en a 4. Et mes atomes d'hydrogène aussi ont rempli toutes leurs liaisons covalentes. Sauf que là, il me reste encore 3 autres atomes d'hydrogène. Donc je vais placer mon atome d'hydrogène. Tac, 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 tac. Et là, j'ai fini. Sauf que, il me reste encore mon atome d'oxygène. Donc où est-ce que je vais le placer? Eh bien, je peux encore le placer ici. Voilà. Oh. Et encore ici. Voilà. Donc j'ai ma formule développée ici. Excusez-moi, je vais juste prendre un cas à part. Une liaison covalente n'est pas obligée d'avoir juste un seul trait, il peut y avoir plusieurs traits. Je m'explique. Prenons notre molécule d'éthine, qui a pour formule brute C2H2. On avait dit que du coup, notre atome de carbone admettait 4 électrons libres et notre atome d'hydrogène admettait qu'un seul électron libre. Et bien maintenant, je vais faire la formule développée de ces de la molécule d'éthine. Pour l'instant, voilà, j'ai mon H ici et j'ai un autre H, je vais le mettre ici. Mais on remarque qu'en fait, ici, nos molécules d'hydrogène remplissent bel et bien leur demande d'électrons, mais mon atome de carbone, lui, il manque encore 4 liaisons covalentes. Ici, là et là, vous avez pu le remarquer. Donc, ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais rajouter un autre trait ici, et juste vérifier rapidement, et un autre trait juste là aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ici un truc, un électron libre, un électron libre, un électron libre, un électron libre, ça me fait 4 électrons libres.
Et ici, ça partage aussi du même côté. Donc 1, 2, 3 et 4. Ça nous fait 4 électrons libres. C'est pour ça qu'en fait, je dis qu'il peut y avoir plusieurs traits, plusieurs liaisons covalentes au sein d'un même trait. Parce qu'en fait, il faut absolument que les électrons libres soient tous utilisés. Et s'ils ne sont pas tous utilisés, c'est que la formule est fausse. Je passe à présent à la formule semi-développée, donc je vais juste tracer un trait. Alors, pour trouver ma formule semi-développée, j'ai besoin de ma formule développée. Et en fait, c'est assez simple. Maintenant que j'ai la formule développée, j'aurais pu la faire sans la formule développée, hein, mais c'est quand même beaucoup plus simple de l'avoir sans ma formule, avec ma formule développée. Excusez-moi. Donc voici ma molécule d'éthanol. Et maintenant, comment est-ce que je fais pour avoir ma formule développée, semi-développée, excusez-moi. Je vais diviser ma molécule en plusieurs parties. On a ici la première partie. On peut la voir parce qu'il y a du coup le C qui sépare, qui rassemble tout. La deuxième partie et ici la troisième partie. Voilà. Maintenant, on remarque qu'on a un seul atome d'oxygène, de carbone, excusez-moi, 3 atomes d'hydrogène, donc je vais mettre 3, et ici il est lié à un atome de carbone qui est lui-même lié à 2 atomes d'hydrogène. Et mon atome d'oxygène aussi qui est ici est lié directement à mon atome d'hydrogène. On passe enfin maintenant au 4, qui est la quantité de matière, et on va introduire la nouvelle mesure de la mole. Prenons un exemple tout simple. Considérant une balle d'un pistolet de calibre 22 long rifle. Cette balle-là est composée principalement de plomb. La balle de plomb, du coup, l'atome de plomb, qui est du coup 207,82, contient 207 nucléons, 82 protons, 125 neutrons, 82 électrons et pèse 3,4569 fois 10 puissance moins 25 kg. Or, on sait que du coup, notre atome de plomb pèse ceci et notre balle de plomb pèse 2,59 grammes. Alors du coup, on déduit la masse approximative de la balle qui est du coup de 7,49 fois 10 puissance 21 atomes de plomb. Bon, la masse, on l'a exprimée du coup en nombre d'atomes. Ça fait beaucoup d'informations et c'est pour ça que les scientifiques ont essayé de simplifier ce processus en introduisant ce qu'on appelle la mole. Et la formule de cette mole, elle, se traduit par celle-ci, grand N est égal à petit n fois Na. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Grand N, ça correspond tout simplement au nombre d'entités chimiques. Donc ça peut soit être des molécules, soit des ions, soit des atomes. Mais là, en l'occurrence, on parle d'atomes de plomb, grand N. Et petit n représente la quantité de matière. Et on avait dit que la quantité de matière était égale à la mole. Alors, petit n est égal à la mole. Et si petit n est égal à la mole, on a ce qu'on appelle la constante d'Avogadro qui est ici exprimée en Na. Et Na est égal à 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? La justification est assez longue. Je ne vais pas la faire maintenant, mais je vous invite à regarder sur Internet. Mais c'est juste une constante. Ça veut dire qu'en gros, peu importe l'exemple qu'on utilisera, par exemple si vous avez une évaluation et qu'on vous parle de carbone et de mol, eh bien Na ressortira toujours de cette manière-là, 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Ce sera toujours la même chose. Et bien sûr, à partir de la formule grand N est égal à petit n fois Na, on peut toujours trouver petit n en faisant petit n est égal à grand N sur Na. Maintenant qu'on connaît cette formule, la formule de la mole, je veux calculer donc, quelle est la quantité de matière qui correspond à un échantillon de plomb comprenant 2,41 fois 10 puissance 23 atomes. C'est assez précis, mais maintenant que j'ai ma formule, je peux facilement le calculer. Alors, je vais déjà souligner les mots qui sont importants à relever dans l'énoncé. Et ce mot-là est quantité de matière. Qu'est-ce qu'on essaie de chercher? C'est la quantité de matière. Or, je vous ai dit plutôt que la quantité de matière correspondait dans la formule à petit n, qui correspondait à la mole. On veut donc savoir combien il y a de mol dans 2,41 fois 10 puissance 23 atomes de plomb. Eh bien,
tout simplement, j'applique ma formule. Petit n est égal à grand N sur NA, qui est égal du coup ici à petit n, est égal à 2,41 fois 10 puissance 23 sur 6,02 fois 10 puissance 23. J'explique simplement le calcul. Alors ici, 2,41 fois 10 puissance 23, je l'ai eu de ceci, qui en fait correspond à mes atomes, parce que ici, atome, j'avais dit que c'était égal à grand N. Pourquoi? Parce qu'en fait, atome, c'est tout simplement égal à le nombre d'entités chimiques. Et Na, Na, ça ne change jamais, parce que du coup, on le retrouve ici, à travers cette formule-là, il ne change jamais, c'est toujours 6,02 fois 10 puissance 23. Si on calcule le tout, on obtient approximativement 0,400 mol. Voilà, et je viens de répondre à la première question. On passe maintenant à la deuxième question, qui est à quelle quantité de matière correspond la balle de plomb d'une cartouche de 22 long rifle? Alors, maintenant je vais utiliser du coup exactement la même formule, parce que du coup on retrouve toujours à quelle quantité de matière. Ça veut dire qu'on veut déterminer la quantité de matière, et on avait dit que la quantité de matière était égale à petit n. Donc petit n est égal à n sur Na, et donc là, du coup, petit n est bien sûr égal à mon nombre d'atomes, qui est du coup de 7,49 fois 10 puissance 21, 49 fois 10 puissance 21, pardon, et divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Et tout cela me donne, je vais regarder la réponse très rapidement, 0,012 mol. Et voilà. La masse molaire correspond en fait à la masse d'une seule mole d'une matière particulier. Donc par exemple, je sais pas, SiO2 par exemple. Combien il y a de grammes dans une seule mole de SiO2, c'est ce que nous dit en fait la formule de la masse molaire. Et c'est celle-ci, grand M, est égal à petit m sur N. Et bien sûr, donc là, il y a toutes les réciproques, la masse. Donc ici, grand M, ça correspond à la masse molaire qui s'exprime ici en grammes par mol. Je l'ai écrit là. M, ça correspond en fait à la masse de notre objet ou de notre corps en particulier. La masse ici qui est exprimée en grammes. Et N, bien sûr, c'est la quantité de matière et c'est mol. Ça, vous l'aurez compris. Maintenant, à quoi servent ces formules? Par exemple, si on nous demande de calculer la mole à partir de trouver la mole à partir de la masse molaire et de la masse qu'on nous donne dans un énoncé quelconque, avec ces formules-là, on pourra vous les donner. Et aussi avec du coup les formules précédentes, donc grand N est égal à petit n fois Na, ou alors petit n est égal à n sur Na. Grâce à ces formules-là, vous pourrez connaître toutes les formules suivantes, donc du coup soit la masse molaire, soit la quantité de matière en fonction de la masse et de la masse molaire, soit la quantité de matière en fonction du nombre d'atomes ou d'entités chimiques, en fonction de la constante d'Avogadro aussi, ou alors le nombre d'entités chimiques en fonction de la masse molaire, de la quantité de matière, ou alors de la constante d'Avogadro. Bref, si j'ai envie de calculer, maintenant c'est une autre histoire, SiO2, la masse molaire de SiO2, eh bien, le cours nous dit qu'en fait, la masse molaire moléculaire d'un corps quelconque est égale à la somme de la masse molaire atomique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, pour trouver ceci, je dois d'abord calculer la masse molaire de chaque atome qui compose ma molécule. Excusez-moi. À présent, Si, comment est-ce que je trouve la masse molaire de Si? Eh bien, c'est tout simple. C'est le nombre de nucléons qui vont composer notre atome. Pourquoi est-ce que ce sont les nucléons? Parce qu'en fait, c'est la masse, tout simplement. Les nucléons représentent la masse de notre atome. Donc, ici, Si, on considère Si avec 28 nucléons. Donc, je vais mettre 28, plus, parce qu'on avait dit que c'était la somme des atomes qui composent la molécule, plus 16, parce que le dioxygène, mais seulement je le multiplie par 2 parce que j'ai 2 fois l'oxygène. Ce qui me donne du coup 32, 28
plus 32, ce qui me donne 60. Et 60 quoi? 60 grammes par mol. Voilà comment est-ce qu'on calcule la masse molaire, soit en fonction du coup du tableau périodique qu'on nous donnera, on nous donnera forcément le nombre de nucléons, soit en fonction de ces formules suivantes. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu au moins apprendre un peu plus sur le sujet. N'oubliez pas de retenir d'ailleurs toutes les formules physiques, enfin toutes les formules que je viens de vous donner, parce qu'elles vous seront très utiles. Et j'espère vous revoir pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, etc. si cela vous a plu. Et je vous reverrai pour une nouvelle vidéo.